23 heures sur nos antennes et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Un don de la première dame Dominique Ouattara à la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire. Un soutien pour le carême et pour la Pâque célébrée le 9 mars prochain. Une action de solidarité d'une valeur en argent de 130 millions de francs CFA réceptionnés par les communautés chrétiennes ivoiriennes. C'est aussi une période de rapprochement spirituel et d'épuration vécue par la communauté musulmane. Le président de la République, Alassane Ouattara, participe par un important don à la rupture du jeûne musulman. Du riz et du sucre pour les musulmans de Côte d'Ivoire, réceptionnés par le président du COSIM. Et puis, le Premier ministre Patrick Achi est dans le sud de la Chine pour la conférence annuelle 2023 du Forum Boao pour l'Asie. Forum ouvert ce 28 mars 2023. Une rencontre mondiale qui porte sur les défis économiques post-pandémie, tant asiatiques que mondiaux. Bienvenue dans ce 23 heures. L'Église catholique vit des jours maigres depuis un peu plus d'un mois. Une période recommandée pour le jeûne et c'est un temps de carême pour la conversion et également la préparation de la Pâque. Un événement en prélude duquel la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, fait don en vivres à travers sa fondation Children of Africa, du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, mais aussi du lait. Un acte de solidarité d'une valeur de 130 millions de francs CFA pour la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire, suivant ce compte-rendu de Mahama Traoré. 3000 sacs de riz de 25 kilos, 2000 cartons de pâtes alimentaires, 1250 cartons de bidons d'huile ou encore 500 sacs de sucre, pour ne citer que ces denrées. La première dame Dominique Ouattara offre ainsi à la communauté chrétienne nationale de quoi aborder sereinement la célébration des fêtes pascales. Ces dons remis ce mardi inspirent la gratitude des bénéficiaires à l'égard de leur bienfaitrice. Nous savons que, par révélation de Saint Michel Archange, que Dieu n'est pas statique, que Dieu est un vaste mouvement d'amour, mais qui génère perpétuellement le regard fixé sur lui qu'on appelle l'espérance, et le regard fixé sur l'autre qu'on appelle la charité. Et ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, vous avez décidé de le faire à cet autre, puisque l'autre est vous-même. Ces paroles pleines de spiritualité sont appuyées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, autorité en charge du culte en Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame, cette action de solidarité et de charité, en ce moment hautement spirituel, est certainement porteuse de grâce et de bénédiction à votre endroit. En plus, les leaders religieux et leurs fidèles n'ont de cesse de prier et d'intercéder à votre profit. Ils souhaitent que le Seigneur des mondes vous couvre de grâce pour que vous-même, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, Président de la République, votre époux et tous ceux qui vous sont chers aient une très bonne santé et une longévité certaine pour une Côte d'Ivoire de progrès et de solidarité où il fait bon vivre. Se réjouissant d'avoir une fois de plus honoré cette tradition, la première dame de Côte d'Ivoire demande aux guides religieux chrétiens d'accentuer leurs supplications en faveur du pays. Durant ces 40 jours de pénitence et de prière, nous sommes invités à faire preuve de charité et de générosité envers les personnes les plus défavorisées de nos communautés. C'est dans ce même esprit et avec le devoir d'assistance qui entoure cette période que nous avons souhaité faire des dons en vivres pour aider et soulager nos frères et sœurs qui en ont le plus besoin. Je voudrais remercier ici l'ensemble de nos distingués guides religieux pour leurs prières durant cette période de pénitence et tout au long de l'année. Chers guides religieux, nous savons que c'est en grande partie grâce à vos prières et à votre intercession que notre pays, la Côte d'Ivoire, vit dans la paix et la tranquillité. Nous vous exhortons à continuer à porter notre beau pays au cœur de vos prières afin que tous ces filles et ces fils vivent dans un climat apaisé de fraternité et de cohésion. 130 millions de francs CFA, c'est la valeur totale de ce geste de la première dame Dominique Ouattara.
Les vivres sont destinés aux paroisses catholiques, aux églises méthodistes unies, aux églises évangéliques, aux églises révélées d'Afrique, aux congrégations et associations religieuses. Et durant cette période de carême pour l'Église catholique, la communauté musulmane observe aussi un temps de pénitence à la faveur du mois de Ramadan, une période caractérisée par le partage, l'expression de la solidarité ou encore de la générosité. Une loi religieuse qu'applique le président de la République Alassane Ouattara. Un important don de riz et de sucre a été réceptionné par le président du COSIM pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. On le voit dans ce reportage de Abou Sanogo. Siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses dans la commune de Benjeville. Le président de la République Alassane Ouattara apporte sa solidarité et son appui à la communauté musulmane en cette période de jeûne du Ramadan. Un geste remis par Drissa Koni, conseiller spécial du chef de l'État chargé des cultes, au président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. L'émissaire du président de la République a salué les efforts des guides religieux dans la consolidation de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Le président de la République m'a chargé d'une mission qui est de rassurer la communauté musulmane, les imams, sur sa parfaite satisfaction devant la responsabilité que celle-ci exerce sur les fidèles musulmans et le rôle qu'ils jouent dans la stabilité, dans la paix en Côte d'Ivoire. Et pour marquer sa solidarité, le président fait des dons, comme il a l'habitude de le faire. En retour, le président du COSIM a traduit la reconnaissance de l'ensemble des imams et de la communauté musulmane au président de la République Alassane Ouattara. Je voudrais dire merci à M. le Président pour tout ce qu'il fait pour la communauté musulmane. Mais pas seulement. Nous savons que nos frères chrétiens sont aussi en carême. Et nous savons aussi qu'ils bénéficient du soutien du président de la République et de Madame la Première Dame. C'est le geste de la générosité du couple présidentiel que nous voulons saluer. Et à leur suite, saluer toutes les bonnes volontés. Parce qu'il y a beaucoup qui donnent des ruptures aux musulmans qui ne sont pas eux-mêmes musulmans. C'est tout cela que nous voulons saluer et qui marchent dans les pas du président de la République en faisant acte de générosité dans ces mois de partage. Qu'Allah bénisse abondamment le président Alassane Ouattara, qu'Allah lui donne une longue vie, bonne santé, une prospérité spirituelle, matérielle et morale. Fasse Dieu que sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire connaisse encore plus de bonheur. Le don du chef de l'État Alassane Ouattara est essentiellement composé de riz et de sucre pour les imams, les associations islamiques et les fidèles d'Abidjan et ceux de l'intérieur. Et voilà un geste de générosité du président de la République Alassane Ouattara qui participe au Sunakari ou encore la rupture du jeûne de la communauté musulmane durant cette période. L'aide alimentaire pendant le jeûne musulman est motivée par une ordonnance du Coran, la Zakat al-Fitr, une aumône de rupture du jeûne en faveur des démunis. Les représentations diplomatiques ne dérogent pas à la règle, suivant ce témoignage de Jean-Marc Djadji sur le don de l'ambassade des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire aux populations démunies de la commune d'Abobo. Reportage. La solidarité se matérialise dans la commune d'Abobo en cette période de jeûne musulman. Jeunes, femmes et personnes musulmanes en situation de handicap, tous reçoivent au total 800 kits alimentaires. Un don de la Fédération des Émirats arabes unis. Ali Youssef Al-Nuemi, ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire, s'est engagé à accompagner la municipalité d'Abobo dans cet élan de partage. Kandia Kamara, maire d'Abobo, quant à elle, remercie le pays donateur et encourage les institutions à multiplier ses actions sociales. Monsieur l'ambassadeur, merci de venir ici aujourd'hui, dans la commune d'Abobo,
afin d'aider 800 familles. Cela fait des années que vous apportez aide et assistance à beaucoup de personnes ici en Côte d'Ivoire. Nous prenons l'engagement de faire en sorte que ces vivres arrivent directement aux personnes concernées, c'est-à-dire les personnes vulnérables de la commune d'Abobo. Les Émirats arabes unis comptent étendre et pérenniser cette initiative citoyenne et sociale sur toute l'étendue du territoire national. Un autre sujet à présent, la Côte d'Ivoire représentée dans le sud de la Chine, précisément dans la province de Hainan, où il se déroule la conférence annuelle 2023 du Forum Boao pour l'Asie. Le Premier ministre Patrick Hachi conduit la délégation ivoirienne. La conférence 2023 porte sur d'importants sujets internationaux comme le développement de l'Asie et du monde, l'élaboration d'un consensus mondial sur l'accélération de la reprise économique après la Covid-19. L'agenda du Premier ministre ivoirien prévoit également des échanges avec les dirigeants asiatiques sur des questions clés telles que l'économie, l'énergie ou encore l'environnement. Actualité en Côte d'Ivoire enregistre aussi l'arrivée sur le territoire ivoirien de 167 ressortissants ivoiriens vivant en Tunisie. Ils ont été accueillis par la chef de la diplomatie ivoirienne à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils constituent le 8e groupe d'Ivoiriens rapatriés volontairement de Tunisie, selon ce rapport de Laure Goretti et Didier Nguessa. 167 Ivoiriens sont rentrés de la Tunisie ce 27 mars. Visiblement heureux de retourner en Côte d'Ivoire, ils sont accueillis par la chef de la diplomatie ivoirienne, la ministre d'État Kandia Camara. Au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, bienvenue chez vous. Nous avons 167 personnes qui sont arrivées aujourd'hui sur le 8e vol, qui nous font un total de 1438 personnes. L'ambassade est à la disposition des Ivoiriens de Tunisie et tous ceux qui veulent rentrer pourront rentrer. Aux côtés de ses compatriotes, depuis le premier vol retour, la représentante du gouvernement leur a prodigué des conseils d'usage afin de réussir leur intégration socio-professionnelle. Vous avez fait le choix de venir. Je pense que vous avez fait un très bon choix. Parce que 2023, vous avez appris, non? C'est l'année de la jeunesse. C'est votre année. C'est votre année. Chers jeunes, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Et vous avez bien fait de revenir prendre votre place. Donc, la seule chose qu'on vous demande pendant les 3 jours, là, c'est de réfléchir à ce que vous voulez faire. C'est la 8e vague d'Ivoiriens qui rentrent volontairement au pays suite aux violences en Tunisie. Ce sera le même parcours que les précédents, 3 jours à l'INJS, avant de retourner dans leurs familles respectives. Nous sommes mardi, jour du dossier économique, et ce soir, le sujet se rapporte à la circulation routière avec en gros plan le projet de mobilité dans le Grand Abidjan. Le hub économique de la Côte d'Ivoire enregistre de plus en plus de lenteur sur le trafic routier, une situation qui n'est pas sans conséquence, des pertes financières énormes, la cherté du transport et également l'incivisme sur les routes. Comment les populations vivent cette situation ? Quel est l'impact réel du projet de mobilité urbaine initié par le gouvernement ivoirien? Élément de réponse dans ce dossier EcoPlus réalisé pour vous par Lanciné Bakayoko. Dans la capitale économique Abidjan, une difficulté est partagée par tous, l'embouteillage. L'embouteillage est trop vraiment, ça nous fatigue vraiment même là. On ne peut pas en sortir, on ne peut pas voir le 17 mois. Lorsqu'on se rend au travail, si tu ne sors pas très tôt, voilà, tu risques d'être en retard au bureau. Ce phénomène est un véritable calvaire pour les usagers et les automobilistes. Il impacte également le coût du transport. Le transport est cher parce qu'auparavant, tu pouvais dépenser au moins 1500 pour ta journée. Mais maintenant, il faut dépenser au moins 2500, 2000 francs pour une journée dans le transport seulement. Une autre Cocody, Carrefour La Vie, auparavant, c'était 500 francs le transport. Mais depuis un certain moment, à cause de l'embouteillage, le transport est passé à 700. Au niveau dans d'autres, c'est l'embouteillage qui le fait. Le transport d'ici, on nous parle de que c'est 600 francs ou bien 700 francs. C'est petit.
Abidjan concentre plus de 80% du parc de véhicules roulants de la Côte d'Ivoire. Le mauvais état des véhicules de transport en commun, l'incivisme et le non-respect du code de la route réduisent considérablement la mobilité dans le Grand Abidjan. Pour éviter ces désagréments, certains citadins préfèrent le transport lagunaire. Ici aussi, le manque de flotte occasionne de longues files d'attente. Habituellement, on peut faire 1 heure, souvent on arrive à 16 heures. C'est à 20 heures, on peut avoir bateau. La difficulté, c'est que les compagnies n'arrivent pas à transporter les gens. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est relax, mais habituellement, on peut passer près de 30-40 minutes, arrêter 1 heure, voire 1 heure, avant d'avoir un bateau. Les retards occasionnés par le manque de fluidité dans la mobilité urbaine coûtent plus de 1200 milliards de francs CFA par an à la Côte d'Ivoire, soit 5% de son produit intérieur brut. Pour faire face à ce dysfonctionnement, plusieurs projets ont vu le jour. La construction des infrastructures routières, le métro d'Abidjan, le bus rapide transit BRT, le renforcement des autobus de la Sotra et de la flotte lagunaire. À l'unité de coordination du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, les séances de travail se multiplient pour améliorer les conditions de déplacement des Abidjanais. Si vous passez à Yopougon, ce sont des voies qui sont en cours de construction. Et nous, on va venir avec le BRT. Ici, on parle de BRT Yopougon-Bingerville. Pour cette ligne, ce sont 21 stations prévues avec pour objectif de diviser par 2 le temps de déplacement entre Yopougon et Bingerville et assurer le déplacement de 300 000 passagers. On a des fréquences théoriques autour d'un autobus chaque 1 minute 30, des vitesses commerciales supérieures à 20 km/h. Donc, ce qui veut dire que entre Yopougon et Bingerville, on doit pouvoir de bout en bout faire 1 heure au maximum. La ligne Yopougon-Bingerville constitue la première phase du projet de BRT et sera opérationnelle dans 36 mois. Au total, 200 km de voiries BRT sont prévus dans le Grand Abidjan, avec une centaine d'autobus pour la desserte de toutes les lignes. Le 4e pont, l'une des infrastructures routières les plus attendues, consacre un passage au BRT. L'idée, désengorger l'autoroute du Nord en améliorant le temps de déplacement. Le BRT commence au niveau de Yopougon, dans le quartier que nous appelons Fété ou Yaosei. Et ensuite, le BRT va jusqu'à Bingerville. Mais dans ce parcours-là, le BRT emprunte les infrastructures également du 4e pont. À côté du bus rapide transit, plusieurs actions sont menées par l'autorité de mobilité dans le Grand Abidjan pour fluidifier le déplacement dans le hub économique de la Côte d'Ivoire. Premièrement, la mise en place de plans de circulation pour quand même améliorer les conditions de déplacement. La mise en place aussi d'une brigade de la mobilité avec des jeunes gens qui sont déployés sur les voies pour appuyer la police dans la gestion de la circulation. À côté de cela, l'aménagement d'arrêts et de têtes de stationnement pour les transports collectifs, les Gbaka et les Wowo. Le projet de métro est également dans sa phase active. Sur la question du métro, aujourd'hui les emprises sont libérées. Et donc les travaux ont effectivement démarré, notamment le déplacement des réseaux. Il y a déjà un certain nombre de travaux qui ont démarré au niveau de la partie nord, donc vers Anyama. Et donc ça continue et cela va s'intensifier au fil du temps, de sorte que le métro soit disponible d'ici 2025. Le transport lagunaire va être aussi modernisé avec un renforcement de sa flotte et la construction d'une vingtaine de gares d'ici à 2026. Les opérateurs aujourd'hui ont en tout une trentaine de bateaux. L'État va acquérir un certain nombre de bateaux pour la Sotra déjà, et puis va aussi acquérir un certain nombre de bateaux qui pourront être mis à la disposition de ces opérateurs dans un système de leasing, c'est-à-dire qu'ils vont payer au fur et à mesure. Dans ce système multimodal, le transport artisanal, entre autres les taxis communaux et les minicars, est inclus. Ces engins, généralement en mauvais état, assurent plus de 80% des déplacements des populations du Grand Abidjan. Ici, à la nouvelle gare d'Adjamé, les représentants du Haut Conseil des entreprises de transport de Côte d'Ivoire sensibilisent les chauffeurs.
pour que nos véhicules soient en bon état, les feux tricolores, les feux qui marchent, le frein, tout. Bon voyage à toi. Craintif au départ, les acteurs du milieu commencent à comprendre l'intérêt de la mobilité urbaine. Effectivement, il y a eu peur, parce que quand tu regardes, tu te dis que bon, l'État veut nous chasser, il veut envoyer des sociétés pour venir nous chasser. C'est ce qu'on s'est dit. Mais actuellement, on s'est mis en entreprise. On attend à ce que l'État nous donne les meilleures conditions d'acquisition de ces véhicules-là. On va accompagner le gouvernement dans sa politique de modernisation du transport. Selon l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan à Muga, le taux d'avancement des travaux de modernisation du transport est estimé à 50%. Et tous les projets lancés, comme le métro, le BRT, seront opérationnels d'ici à 2026. Voilà un dossier Ecoplus de Lanciné Bakayoko sur la circulation routière et précisément un gros plan sur le projet de mobilité dans le Grand Abidjan, un dossier que vous pourrez retrouver gratuitement sur rti.info. Passons à présent au point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour ce 28 mars 2023, nous retenons 3 chiffres. Un nouveau cas enregistré sur 239 prélèvements effectués, 8 cas encore en traitement et 27 406 328 doses de vaccins administrés dans le pays depuis le 1er mars 2021. Nous passons à l'actualité. Dans la commune de Didiéville, où les préoccupations sont orientées sur le développement, un défi à relever pour cette localité du centre de la Côte d'Ivoire, avec un préalable, l'union et la cohésion sociale. Instruction donnée par le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, aux populations, selon ce compte-rendu de Kader Sogodogo. Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat, est à la rencontre des populations de Molono-Blé. Nous sommes dans le département de Didiéville. Une rencontre à la place publique pour tenir un langage franc, celui de l'unité des ressortissants de ce terroir Nzikbli. Ils ont le devoir de se mettre ensemble pour vaincre les maux qui freinent le développement de leur sous-préfecture. L'éducation y figure en bonne place. Prenez à main nos jeunes frères, encadrez-les. Là, je m'adresse aux cadres. Il faut les encadrer, trouver les voies et moyens. Les profs sont insuffisants. C'est une réalité. Il faut qu'on trouve une solution pour que nos enfants soient les meilleurs parmi les meilleurs élèves. Ce n'est pas normal que les enfants du collège de Molono-Blé soient les derniers de tous les départements. Pour sa part, Jeannot Ahoussou Kouadio a pris l'engagement de se tenir auprès du peuple Nzipri pour relever tous les défis. Un soutien apprécié à sa juste valeur. C'est un combat noble, c'est un combat de développement, c'est un combat de rassemblement, c'est un combat de fraternité. Il ne se serait pas engagé à faire ça s'il n'aimait pas son village, s'il n'aimait pas sa communauté, s'il n'aimait pas sa région. Au nom de toutes les femmes de Molono-Blé, on est derrière lui. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, entend sillonner toute la région du Bélier, dont fait partie Molono-Blé, avec le même objectif, rassembler pour développer. Et la cohésion sociale est un sujet aussi important abordé par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, au cours de rencontres avec les populations dans la commune de Yopougon. Il a d'ailleurs été fait membre de la communauté Atié par la chefferie de 6 villages Atié représentés dans cette commune. Michel Digré. Bictogo fait désormais partie de la communauté Atié de Yopougon. Il reçoit les attributs de ce statut avec pour nom Nana Akafobéou. Au-delà d'une simple cérémonie, l'occasion a servi de prétexte pour parler des difficultés de cette communauté, surtout de celles des jeunes. Les problèmes à l'ordre du jour touchent aussi bien l'avenir de la communauté Atié tout entière, mais particulièrement celui de la jeunesse. Parler d'avenir, c'est parler de la jeunesse, car c'est elle qui constitue l'avenir d'une nation et d'une communauté. Adama Bictogo a prêté une oreille attentive aux préoccupations des jeunes. Il faut que de plus en plus, aussi bien dans le domaine du commerce, du BTP, de la construction, que nous formions nos jeunes. En cela, le président
a eu cette grande vision de dire 2023, année de la jeunesse. Et année de la jeunesse, ça passe par la formation de la jeunesse. Dans quelques mois, nous allons inaugurer le lycée d'excellence professionnelle Alassane Ouattara à Yopougon, ici. Autre temps fort de cette tournée à Yopougon, c'est le meeting organisé par la fondation Johnny Kouadio qui œuvre dans le social. Les membres de cette fondation ont décidé d'accompagner les actions du candidat du RHDP pour les municipales à venir dans la commune. Désormais, nous sommes tous Adama Bictogo pour le développement de la commune de Yopougon. Dernière étape de cette journée, c'est la rencontre avec la chefferie du village hébrier de Béago. Ici, Adama Bictogo a réitéré sa volonté de soutenir les organisations féminines à travers le financement des projets qu'elles vont élaborer. Et tout comme le président Adama Bictogo, le député Diaoufoué est aussi candidat aux prochaines municipales dans la commune de Yopougon, sous la bannière cette fois du PDC-IRDA. Il s'est entretenu avec les populations de diverses sensibilités politiques, suivant le commentaire de Abou Sanogo. Troisième étape de la tournée d'échange avec les populations de Yopougon. Le député Diaoufoué est sur le terrain pour réaffirmer son engagement en faveur des siens. Le combat dans lequel on est engagé ici, votre fils que vous avez ici, on ne peut pas taper poteau. Décriant des problèmes liés à l'assainissement dans la commune de Yopougon, Diaoufoué entend se porter garant du bonheur des populations. Nous sommes en train de construire quelque chose. Et pour construire quelque chose, pour que ça tienne, il faut être avec la population. Pour que les gens commencent à t'aimer. Tout le monde doit venir voter celui qui est proche de son peuple et qui veut que les choses changent. Et celui-là, je vous le dis, c'est votre fils que vous avez devant lui. Les populations se prononcent après leurs échanges. Au regard de tous ceux qui sont dans sa bouche, on sait que c'est quelqu'un qui est en contact avec la population et qui veut vraiment s'occuper de la population, du bien-être de la population. C'est son vœu d'un homme politique. Les populations ont pris l'engagement de relayer les messages du député Diaoufoué en faveur de toutes les couches sociales de la commune de Yopougon. Dans la ville de Katiola, Thomas Camara, élu à la double casquette de député-maire, participe au développement social et local par un don de plusieurs pompes à motricité humaine, suivant ce rapport fait par Kader Sogodogo. Source de vie, comme on le dit, l'eau reste importante dans la marche des femmes vers leur autonomisation. La corvée de l'eau les incombe d'ailleurs. Depuis plusieurs mois, à Katiola, le conseil municipal conduit par le député maire Thomas Camara entreprend d'importants efforts pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable et faciliter ainsi la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. D'où la construction et la réhabilitation de pompes à motricité humaine dans 4 grands quartiers de Katiola, capitale de la région du Hambol. Thomas Camara, qui avait à ses côtés le préfet de la région du Hambol, procède à la remise de pompes hydrauliques dans plusieurs quartiers de la commune. Une action qui s'inscrit dans la vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de l'eau potable pour tous. Les problèmes d'eau ont été importants à un moment donné de la vie de cette ville. L'eau nous venait de Boaké par camion citerne et nous avons décidé de mettre fin à cette situation-là. Et donc nous réalisons des forages dans tous les quartiers de la ville de Katiola, également dans les villages attachés à la commune de Katiola. Du quartier d'Mbeka à Djoulabougou, en passant par Konaka et Gbedeka 1, ce sont des populations qui ont tenu à témoigner leur joie et leur reconnaissance au maire Thomas Camara pour la mise en service des pompes en cette période de sécheresse où l'accès à l'eau potable est un véritable calvaire. La question de l'eau est essentielle. Qu'une vie n'est possible sans eau. Et penser à avoir de l'eau, c'est vraiment fondamental. Et toutes les populations sont reconnaissantes en faveur du maire qui a fait ce don de grand cœur. Nous disons encore merci.
Concernant l'utilisation, c'est pour nettoyer, arranger. À tout moment, il faut balayer et puis s'occuper bien de la pompe. Il n'est pas que ça se gâte. L'amélioration des conditions de vie des populations de Katiola figure au cœur du programme de développement du député maire Thomas Camara, avec la réalisation de plusieurs infrastructures de base partout dans la commune. Dans la ville de Yamoussoukro, il s'est ouvert hier un atelier de formation des agents du ministère de l'économie et des finances sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais aussi sur l'approche du genre. Une formation qui a pour objectif de renforcer l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein de ce département ministériel stratégique, suivant ce développement de Mahama Traoré. Sur les 6200 agents exerçant au ministère de l'économie et des finances, il faut compter 69% d'hommes et 31% de femmes. Des ratios que veut équilibrer la direction des ressources humaines de ce département ministériel en s'appuyant sur l'approche genre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, GPEC. La formation débutée ce lundi à Yamoussoukro participe de cet objectif. Il ne s'agit pas pour nous de bousculer les choses de façon brutale, mais d'aller vraiment en douceur, mais faire comprendre que c'est ensemble que nous allons construire la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les femmes et les hommes ensemble pour construire notre nation. Il s'agit de sensibiliser, de se donner les moyens de montrer aux décideurs et aux concernés, je veux parler des femmes et des hommes, que aussi bien l'un comme l'autre sont en capacité d'occuper toutes sortes de responsabilités, d'accomplir toutes sortes de tâches, aussi bien dans l'administration que dans tous les aspects de la vie. La tenue de cette formation est aussi l'œuvre du ministère de la promotion de la bonne gouvernance à travers son programme Pays de renforcement des capacités, financé par le programme d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, en abrégé PAGDS. Il est de notre devoir qui avons un peu de financement de les accompagner en finançant toutes les activités qui vont aller non seulement dans la lutte pour une meilleure installation d'une meilleure gouvernance. Quand on a une femme à la tête d'une institution ou d'une administration, on constate effectivement qu'il y a un plus faible taux de corruption. Parce que la femme, une fois qu'elle est rassurée, elle y donne de son cœur, elle y donne de toute son équité, de toute sa transparence dans la gestion des politiques publiques. La direction des ressources humaines du ministère de l'économie et des finances est la seule de l'administration publique ivoirienne à avoir obtenu en décembre 2020 la norme de qualité certifiée ISO 9001. Et l'actualité hors de nos frontières, ce mardi, 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France, marquée par une fréquentation forte des populations, également des violences en repli. Au moins 740 000 personnes, dont 93 000 à Paris, selon les chiffres de la police française, ont défilé ce 28 mars dans les rues. Les syndicats français ont appelé ce soir à une 11e journée de grève et de manifestation le jeudi 6 avril prochain, avec une nouvelle grande journée de grève et de manifestation partout dans le pays. Et dans le même temps, la première ministre française, Elisabeth Borne, tente les négociations et a invité les syndicats à une rencontre lundi ou mardi prochain. C'est le point final de cette édition d'information. L'information revient sur RTI 1 demain dès 6h30. Merci de nous avoir suivis.